Bonjour, saisir l'improbable. Voilà un beau défi. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous raconter. Et j'ai eu envie de vous parler de l'invisible et de l'improbable. Et comment faire pour vous donner le goût de l'invisible et de l'improbable? Comment faire pour vous attirer dans ce monde-là? Je vais vous proposer une petite expérience de quelques minutes. Vous avez sans doute tous connu une réunion de travail. Donc je vous propose de vous remémorer une réunion de travail dans laquelle il y a eu de la tension. Ok? Et donc il n'y avait pas de parole et il n'y avait que de la tension. Ça va? Vous voyez? Maintenant vous changez de situation et vous imaginez une situation dans laquelle il y a d'autres personnes et on est en plein silence aussi. Sauf que là, c'est agréable. Là, c'est plaisant. Là, c'est serein, c'est tranquille. Ça va? Vous voyez aussi? Vous avez une situation? Comme je ne vous vois pas, il faut que vous fassiez quand même un petit peu de manifestation pour que je m'en rende compte. Bien. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? On a deux situations silencieuses. Donc, il n'y a pas de mots. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Donc, il y a une texture au silence. Et c'est ça que j'appelle l'invisible. Ce n'est pas que ça, l'invisible, mais c'est notamment ça. Bien. Et donc, je me suis dit, comment arriver à faire quelque chose de ça? Vers quoi ça va nous amener? Quand on parle d'improbable, quelque part, on est en train de parler de leadership, de gouvernance, de diriger quelque chose, par exemple. Hein, c'est une piste. Et je me suis dit, pour vous y amener, je vais d'abord m'arrêter sur la question de l'invisible et puis j'irai vers l'improbable. Je n'ai plus les images, mais en théorie, j'ai des images. Voilà. Donc, je voudrais vous parler du dessous des choses. Donc, ce dont on a l'habitude, c'est de voir les moaïs, les personnages qui sont au-dessus. D'accord? Ça, c'est le visible. Et moi, je vais vous parler du fait qu'il y a aussi d'autres choses. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Ok? Et si on ne le voit pas, c'est pourtant opératif, ça agit. Donc, de quoi est-il question? Il est question, en fait, et je vais faire quelques petites incursions dans d'autres champs très rapidement. Hein, je ne viens pas expliquer en détail ce qu'est la physique, mais juste une petite incursion. Quand on est au-dessus, on va dire que ça correspondrait à la physique classique, la physique qui va traiter de la matière visible. Donc c'est une physique qui nous a permis de comprendre la réalité, qui est dans une logique de causalité linéaire, une cause des conséquences. Ça va, vous voyez toujours. Et puis, voilà, tout d'un coup, on a la physique quantique qui arrive et qui met un peu la révolution dans nos référentiels. Et qui vient nous parler du dessous des choses et qui vient nous parler de ce genre d'espace. C'est-à-dire qu'avec la physique quantique, tout d'un coup, on voit arriver l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a des lois qui régissent ces champs-là, qui sont différentes des lois qu'on a l'habitude de connaître, nous, dans notre réalité physique. Je m'explique. A priori, là, tout de suite, je suis une femme, depuis quelques années, et ça devrait durer jusqu'à la fin de ma vie. Et en face de moi, je vois bien d'autres personnes, hommes ou femmes, qui vont rester ce qu'ils sont jusqu'à la fin de leur vie aussi. On est d'accord jusque-là? Bien. Et pourtant, nous sommes composés d'éléments qui répondent à d'autres lois. Et comme dit Niels Bohr, si vous commencez à mettre les pieds dans la physique quantique et que vous la comprenez, c'est pas grave, c'est que vous n'avez rien compris. Donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est de voir que ce qui nous compose dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand répond à des lois du vivant qui sont juste absolument incroyables. Donc, par exemple, une particule peut être onde ou particule selon certains états. Ah bon? Alors, pourtant, moi, je suis femme tout le temps, hein, je vous jure. Je ne fais pas d'intermittent du masculin dans l'intervalle. Donc, c'est quand même surprenant. Et puis, par exemple, il y a la boîte de Schrödinger dans laquelle il y a un chat et dont on dit qu'on ne sait s'il est vivant ou s'il est mort que si on est observateur pour arriver à voir s'il est vivant ou s'il est mort. C'est-à-dire que c'est l'observateur qui va rendre compte de l'état du chat. Bon, je vous passe les expériences. C'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas du tout dans les mêmes champs. Et c'est pas de la théorie, c'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de théoriciens qui mettent ça dans notre réalité de tous les jours. Et là, il y a des ordinateurs qui sont en train d'arriver avec des logiques quantiques, c'est-à-dire où on va avoir plusieurs états qui vont être superposés pour avoir certaines propriétés. Donc, ce qui nous constitue, ce que nous utilisons
contient des lois qui sont différentes de celles qu'on expérimente. Ça alors, c'est quand même pas mal. Bien, donc tout ça pour vous dire quoi? Que ça va mettre en exergue dans l'infiniment grand quelque chose. Là, je passe à autre chose. Je vais vous parler de quelques éléments qui font comprendre qu'on a des lois de l'invisible. Là, on a été habitué longtemps à parler aussi de la matière visible et de la lumière, donc des objets célestes. Et là, on le voit ici et on le verra dans d'autres images par la suite. Je cherche mon image, et c'est pas grave, j'en avais une de plus que je ne retrouve plus. En fait, on voit bien que l'essentiel est dans l'espace entre les objets célestes. D'accord ? Donc ce qui est visible, ce qui est lumineux, quasiment tangible, est infime finalement dans l'univers. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui est majoritaire. Ce qui est majoritaire ne se voit pas. Alors ça s'appelle matière noire, énergie noire, ce que vous voulez, mais en tout cas, ça ne se voit pas et pourtant c'est là et c'est opérant. Bon, et alors, qu'est-ce que ça nous amène comme histoire ? Alors, ça nous amène au champ de la complexité. Alors, la complexité, on l'expérimente de deux manières de nos jours. Premier avènement de la complexité, c'est l'interaction par le marché de l'ensemble des acteurs économiques. Donc, tout d'un coup, on est arrivé à relier l'ensemble des humains par les échanges de biens et de services marchands sur la planète. Bien. Et dans le même temps, par le plus grand des hasards, on a l'avènement d'Internet qui réunit aussi la plupart des humains. Bon, 1 milliard pour Facebook, mais bon, on est au moins 3 milliards d'êtres humains connectés. Et donc, on voit bien dans les deux cas qu'on n'est plus dans une interaction à 2 ou 3 et qu'on rentre dans le champ de la complexité. Qui dit complexité dit systémique. Et l'intérêt de la toile, ici on a une image donc d'Internet, et on voit bien l'analogie qui a été faite avec la toile de l'araignée, et on voit bien qu'il n'y a pas quelque chose qui va avoir une action plutôt qu'une autre. Dès l'instant que vous avez un mouvement sur la toile, il peut y avoir des effets assez incontrôlables. Donc, tout ça pour dire que là, on rentre dans quelque chose qui est l'improbable. C'est-à-dire que l'exemple le plus frappant, c'est les printemps arabes. Donc les printemps arabes, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Et alors depuis, tout le monde en rêve. Les marketeurs, les politiques se disent « mais si on pouvait faire pareil ». Donc on a une idée, on va faire un buzz. Et donc, si on réfléchit, qu'on veut faire ça dans une logique de modernité, de physique classique, on se dit « bon, allez hop, une cause, un effet ». On met quelques éléments et donc ça va marcher. Eh bien, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose de complètement aléatoire. Il y a en fait une cristallisation d'événements qui fait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et vous refaites 10 fois l'événement, vous n'y arriverez pas parce que vous n'arrivez pas à capter la variété des causes qui ont contribué à cet événement et pourquoi il y a eu cristallisation à ce moment-là. Donc là, on nage dans l'improbable. Super pour les dirigeants. Ils disent, c'est pas avec ça que je vais arriver à diriger si vous m'annoncez de l'invisible et de l'improbable. Donc on fait comment ? Alors je me suis dit que comme je n'avais pas l'après-midi, j'allais essayer de vous condenser les choses. Et je vous amène sur un champ où, que ce soit dans la physique, que ce soit dans la biologie, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans plein de champs, eh bien on se rend compte que l'essentiel est dans l'intervalle, l'essentiel est dans la relation, l'essentiel est au-delà des objets, des personnes, objets célestes ou personnes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui se passe entre les deux, qui n'est donc pas visible et agissant. Voilà. Et donc je me suis dit, comment j'arrive à vous rendre compte de cette notion de complexité et de système et d'interaction, entre guillemets, un petit peu aléatoire ? Quelles sont nos ressources en tant que personne pour arriver à faire quelque chose avec ça ? Eh bien, tout simplement notre cerveau. Voilà, je vous le fais rapide. En gros, nous avons 2 jolis hémisphères qui, réunis ensemble, nous permettent de faire ce qu'on fait. Et en gros, on a, avec la modernité, avec la physique classique, plutôt utilisé majoritairement notre hémisphère gauche. Rationalité, analyse, langage, observation, raisonnement linéaire, séquentiel et autres. Et là, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la capacité à comprendre la complexité, la capacité à saisir l'invisible, la capacité à gérer l'improbable, fait appel à l'autre hémisphère, tout simplement. C'est-à-dire un hémisphère qui est dans la capacité de symbolisme, qui va avoir une capacité synthétique, qui va pouvoir saisir des éléments épars et qui va avoir surtout une rationalité émotionnelle, c'est-à-dire qui va être en capacité de gérer perception, émotion, ressenti, intuition. Et alors la bonne nouvelle, c'est que l'intuition maintenant est partagée par tout le monde. Voilà, hein ? D'accord, c'est qu'une question d'hémisphère, c'est pas une question de genre.
Voilà. Ça se vend mieux quand on parle de genre, mais c'est complètement faux. Bien, donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons les capacités. Simplement, ça fait que quelques décennies qu'on commence à être outillés sur l'hémisphère droit. Donc avec des gens comme Daniel Goleman qui ont parlé d'intelligence émotionnelle, etc. C'est tous ces éléments, tous ces travaux qui, mis en commun, nous permettent d'être outillés sur savoir comment on communique, comment fonctionnent les dynamiques de groupe, comment fonctionnent les communications, les relations interpersonnelles, etc. Et donc, ça nous amène à quoi? À l'intelligence collaborative. Donc, on est toujours avec notre leader qui se dit « Mon Dieu, c'est extraordinaire, nous sommes dans l'invisible et dans l'improbable, et alors je fais quoi avec ça ?» Et donc, qui a piloté des équipes, qui a dirigé, et qui se dit « Ah bah peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec les personnes, et est-ce que ça fonctionne sur les mêmes règles ?» Et visiblement, non, ça suffit pas de mettre 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes ensemble pour produire quelque chose. C'est pas automatique, ça marche pas à tous les coups. Rappelez-vous tout à l'heure le silence. Vous m'avez hoché du chef pour certains que j'ai pu voir. Apparemment, le silence tendu, c'est pas le même que le silence serein. Bon, donc comment on fait? Eh bien, visiblement, il y aurait des ressources à comprendre l'intelligence collective. Alors c'est tout un champ, c'est comme mon iceberg, hein. Il y a quelques outils et méthodes qui sont pratiqués, mais en fait, il y a tout un champ qui n'est pas visible, qui sont dans les interactions. Pourquoi je l'appelle l'intelligence collaborative? L'intelligence collective, on la connaît auprès des insectes, enfin de tout ce qui est vivant, mais c'est plus flagrant pour nous et compréhensible auprès des insectes, c'est-à-dire aussi bien les abeilles, les termites et les fourmis, par exemple. Donc qui toutes ensemble arrivent à produire quelque chose. Alors nous aussi, en tant qu'humains, on a fait des tas de choses en intelligence collective, notamment aussi le nazisme. Donc ça, c'est une extraordinaire manifestation d'efficacité d'intelligence collective. Ce qui manque, c'est l'intention. Enfin, c'est pas que ça manquait, ils avaient une intention très claire. Mais enfin, si vous avez envie de respecter les humains, la terre et l'environnement, c'est pas tout à fait ça. Donc ce qui va faire que on va pouvoir gérer l'invisible, l'improbable et utiliser l'intelligence collective pour en devenir une intelligence collaborative, ça sera la posture du leader avec sa capacité d'éthique et son intention. Et je finis avec quelque chose qui n'y est pas, tant pis. J'avais fait un joli petit panneau avec plusieurs types d'intelligence. Donc on a eu parlé de quotient intellectuel, on parle de quotient émotionnel. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a aussi l'intelligence du complexe qui fait apprendre c'est quoi le complexe, c'est quoi la systémie, c'est quoi les théories de l'invisible, comment on se prépare à l'improbable, c'est quoi l'intelligence de la relation au sens de travailler ensemble, du coopératif, du collectif. Et c'est pas, je vous dis, donné forcément à tout le monde. Et il y a l'intelligence aussi du sens. Est-ce qu'on est en capacité de construire du sens, d'élaborer conjointement du sens, de donner de la transcendance, de donner de la vision? Donc un certain nombre d'intelligences comme ça qui sont à développer, en plus de notre hémisphère gauche. Et bienvenue à l'hémisphère droit. Voilà, je vous remercie.